Salut à tous, c'est Pablo1610. Aujourd'hui on se retrouve pour la première grosse vidéo de ma chaîne qui signe le début d'une grande série. Comment apprendre à créer une ressource 5M de A à Z en partant de zéro connaissance. Alors cette série elle s'adresse aux gens qui veulent créer des ressources eux-mêmes en partant de zéro et non pas en modifier ou les configurer. Là je parle vraiment de créer des ressources pour votre serveur. Donc on va commencer tout de suite. Cette première vidéo, on va parler vraiment du Lua et des bases de ce langage de programmation et de comment l'utiliser dans 5M et comment le faire fonctionner. Alors, j'ai déjà setup un serveur dev qui est juste ici, donc je ne vais pas vous apprendre à le faire parce que je pars du principe que vous l'avez déjà fait. Mais du coup, moi, il est juste ici. Donc là, j'ai le dossier natif où il y a toutes les fonctions pour faire fonctionner mon serveur. Et ici, le dossier qui nous intéresse, c'est le dossier où on va exploiter les ressources et le serveur.cfg. Alors du coup, je vais l'ouvrir dans VS Code, donc je l'ai déjà ouvert. Donc vous voyez que du coup, il y a mon serveur.cfg, mon dossier ressources, etc. Donc dans mon serveur.cfg, si je regarde, il y a les ressources de base de 5M. J'ai pris aucune base, je pars vraiment de zéro. Il n'y a pas ESX, il n'y a rien du tout. Dans mes ressources, j'ai fait un peu le tri. J'ai mis les ressources de 5M comme tout ce qui est Spawn Manager, etc. dans un dossier 5M. Et nous, on va prendre le dossier custom pour créer nos propres ressources. Alors pour créer votre propre ressource, c'est très simple. Vous avez juste à faire un clic droit dans le dossier où vous voulez créer votre ressource et vous nommez le dossier comme vous voulez nommer votre ressource. Donc moi par exemple si je veux que ça s'appelle script test, bah là je vais marquer script test par exemple. Voilà, donc là on est dedans. Là c'est juste parce que Visual Studio Code fait la contraction et du coup nous marque directement que vu qu'il n'y a qu'un dossier, il nous met directement ça. Mais si on en crée un deuxième à partir de custom, par exemple script test 2, vous voyez bien qu'il y a bien les deux scripts dans le même dossier. Donc on va rester sur le script test, donc on va pouvoir supprimer celui-là. Et du coup dedans, on va avoir besoin d'une chose primordiale, c'est le fx manifest. Le fx manifest c'est quoi? C'est un petit fichier qui va servir au serveur à identifier la ressource ainsi que ces fichiers qui lui servent à fonctionner. Donc les fichiers clients et les fichiers serveurs. Mais on va y revenir juste un peu plus tard. Donc pour avoir ce fichier, ce que je vous conseille personnellement pour pas qu'on s'embête, c'est d'aller chercher dans les scripts de 5M. Bon, par exemple dans le player names par exemple, c'est un script de 5M qui est fourni directement par défaut. Il y a directement le fx manifest qui est ici, où dedans on peut voir ce qui se passe. Donc là, je ne vais pas tout vous détailler, parce que pour l'instant on n'a besoin de rien là-dedans, à part quelques petites choses, dont ces deux choses-là, qui nous servent à définir la version sur laquelle on veut l'utiliser. Donc ça, on va le prendre, hop, on va fermer ça. On va revenir dans notre dossier script test, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler fx manifest.lua, où dedans on va CTRL-V ce qu'on a trouvé un peu plus tôt. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, il faut savoir que sur 5M, il faut bien différencier deux types de fichiers script. Il y a les fichiers côté serveur et les fichiers côté client. C'est deux choses totalement distinctes et ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Enfin, à peu près pas du tout de la même manière. En gros, les fichiers clients, ils vont s'exécuter pour chaque client, donc ça va s'exécuter du côté de votre 5M. Donc tout ce qui va être visuel, donc que ce soit les spawns de véhicules, les marqueurs, les explosions, tout ça, ça va être côté client. Côté serveur, c'est tout ce qui va être liaison avec la base de données, stockage de données côté serveur, mise en cache, etc., etc. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. Mais en gros, il faut bien retenir qu'il y a bien une vraie distinction entre les deux et que ce n'est pas du tout la même chose. Donc généralement, ce que vous pouvez voir dans un script banal, donc par exemple dans des scripts ESX, c'est que généralement c'est trié d'une certaine manière. C'est que par exemple les gens appellent ça généralement client.lua pour le script côté client et serveur.lua pour le script côté serveur. Mais je précise bien une chose, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez créer un dossier qui s'appelle client et dedans mettre plusieurs fichiers clients, vous avez totalement le droit, ce n'est pas interdit et au contraire c'est conseillé pour s'organiser. Si par exemple moi je dois créer des menus, je peux très bien créer un sous-dossier menu et dedans mettre mes fichiers clients qui géreront les menus. C'est pas du tout interdit, au contraire c'est très conseillé. Donc pour l'instant on n'en a pas besoin parce que c'est un petit script. Et du coup on va commencer tout de suite. Comme je vous l'ai dit, le côté client va gérer votre client 5M, enfin le client 5M du joueur qui va se connecter à votre serveur et qui va exécuter le script. Et le côté serveur, c'est quand le serveur va exécuter le script. Donc le Lua, il y a plusieurs choses à savoir, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, pardon. C'est que en gros, pour définir une variable, c'est pas comme dans les langages compliqués comme Java ou le C# ou des langages orientés objet, pardon. Vous n'êtes pas obligé de définir le type de variable, vous pouvez directement la définir par son nom suivi de sa valeur. Donc en gros, si je marque par exemple âge égale 1, et bah ma variable âge va être directement définie sur 1. Ensuite, par exemple, si je veux définir mon prénom, et bah je peux le faire aussi.
Voilà, j'ai défini mon prénom et mon âge. Donc ça, c'est les deux variables types qu'on peut retrouver dans un script, c'est nombre et les chaînes de caractères, ce qu'on appelle un string. Ensuite, vous avez encore d'autres choses. Vous avez les valeurs dites float, donc à virgule. Donc par exemple, taille, je peux mettre 1.60. Mais en gros, voilà, vous n'avez pas à définir le type de variable. Vous pouvez juste mettre le nom égale la valeur. Voilà. Donc ça maintenant, on va faire un premier test. Un premier test où je vais vous montrer en fait comment fonctionnent les scripts dans FiveM. Pour qu'un script fonctionne dans FiveM, pour qu'un script se lance, il faut l'initialiser quelque part ou créer son processus. Et pour créer son processus, on utilise la méthode citizen.createThread suivie d'une fonction. Alors, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais je vais vous expliquer en gros ce que ça veut dire. En gros, en Lua, pour créer une fonction en Lua, vous avez juste à faire function, donc pour dire que c'est une fonction. Ensuite, le nom de votre fonction, par exemple getAge pour moi. Ensuite, on ferme la fonction et dedans, on met ce qu'on veut mettre. Donc dedans, par exemple, moi, ma fonction c'est getAge, donc ça sous-entend que je veux avoir l'âge qu'on a défini plus haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer l'âge, tout simplement. Ce qui va renvoyer à âge, que j'ai défini ici plus tôt. Maintenant, ma fonction, si je veux l'utiliser au démarrage du script, donc dès que le joueur va commencer à exécuter le script, donc en gros ça se passe ici, et bah je vais directement pouvoir utiliser la fonction getAge, comme ceci. Et en gros, si on a bien fait notre travail, au démarrage du script, donc dès que le script va être exécuté, et bien en gros, dans la console, je vais avoir 1, si on en suit la logique. Et pour tester ça, on va le faire maintenant en direct. Donc j'ai mon script qui s'appelle script test, j'ai mon fx manifest, mais dedans il me manque quelques petites choses. Parce que du coup, je vous ai dit que plus tôt, il fallait reconnaître les fichiers côté client et côté serveur, mais pour ça, il faut l'indiquer dans le fx manifest. Donc pour ceci, on va reprendre notre exemple ici un peu plus bas. Hop. Et là, on voit par exemple qu'il y a client-script suivi d'un script client. Mais nous, on peut le faire autrement. On peut définir ça d'une autre forme, client et script avec un S, qui va nous permettre de définir plusieurs scripts côté client. Même si nous, on n'en a qu'un, ça nous permet d'en définir plusieurs. Donc là, je vais l'appeler client.lua, puisqu'on n'en a qu'un pour l'instant. Voilà. Donc là, on a défini que un de nos scripts clients, pardon, serait client.lua. Et dedans, dès que le script va s'initialiser, on appelle la fonction getAge qui va nous renvoyer âge défini un peu plus tôt. Donc maintenant, si je retourne dans mon serveur.cfg, il va falloir démarrer la ressource au démarrage du serveur, évidemment, parce que sinon il faut qu'il la reconnaisse. Donc pour ça, on met ensure suivi du nom de la ressource. Donc script test. Hop, on enregistre. On retourne ici, on démarre notre serveur, hop, vous voyez que ça a marché, et vous voyez que started resource script test, ça veut dire qu'il a bien réussi à démarrer la ressource, il l'a trouvée et il l'a démarré. Donc maintenant on va lancer FiveM, et on va se connecter à notre serveur, et si tout se passe bien, vous allez voir qu'au démarrage de la ressource, du côté client, on va avoir l'âge qu'on a défini un peu plus haut dans le script. Je vais vous montrer ça tout de suite. On attend que le FiveM se lance, il est un peu long. Hop, on se connecte sur le local. Hop, on va attendre que ça charge. Et pendant ce temps-là, on va aller revenir à notre script pour que je continue mes explications. Et en gros, voilà, donc le print âge, comme je vous l'ai dit, quand on parle de distinction entre client et serveur, c'est que là le print, donc l'affichage, parce que print en Lua c'est pour afficher une valeur, elle va s'afficher dans la console côté client. Mais si je mets un print côté serveur, et ben elle va s'afficher dans la console, et c'est là où ça fait la différence. Et on y reviendra un peu plus tard, mais en gros, le citizen.createThread, ça vous permet d'initialiser le script, d'initialiser un processus. Et si je veux, je peux initialiser plusieurs processus, et c'est comme ça qu'on crée des boucles par exemple. Et en gros, cette méthode, elle est ce qu'on appelle asynchrone, ça veut dire qu'elle va s'exécuter sans forcément attendre le reste de l'exécution du code, parce que vous le savez, un code ça s'exécute de haut en bas, ça se lit de haut en bas par la machine, donc la machine elle va le lire comme ça. Et généralement la machine, quand on code de haut en bas, ce qui veut dire que la machine, tant qu'une action n'est pas complétée, elle ne va pas passer au reste. Mais cette fonction là permet justement de passer au reste, ce qui veut dire que par exemple si je fais getAge, qu'ensuite en dessous je marque getAge, donc j'envoie deux fois le getAge, et bien en gros ça va l'envoyer deux fois instantanément. Mais par exemple si je mets, imaginons citizen.wait qui est une fonction native de FiveM qui permet de faire patienter le script, si je mets wait 1000 car c'est des millisecondes, et bah je vais voir que dans ma console côté client je vais avoir l'âge, une seconde de délai, puis encore une fois l'âge. Je reviens ici du coup sur mon serveur, je fais F8 et là qu'est-ce que je vois? Script test 1. Et maintenant
une fois que j'ai fait ça, là je vous ai dit que du coup on a appliqué une petite modification où on ferait attendre le script. Si je mets âge égale 2 par exemple, pour vous montrer la différence par rapport au 1, et que dans ça je restart ma ressource, donc restart script test, hop, je peux voir que j'ai 2 et que une seconde plus tard j'ai eu 2. Et là où justement je parle de méthode asynchrone, c'est que si ça, je reprends ça et que je le mets par exemple, je ne sais pas moi, ici, d'accord, ici, que j'en mets un ici et que je dis citizen.wait une seconde et que je le mets là et que je restart mon script. Attendez, on va pas le faire comme ça, on va faire autrement. On va mettre 5 secondes de délai. Hop. Tac. Vous voyez que j'ai eu 2 fois 2 et quasiment au même moment. Pourquoi? Parce que ça c'est une méthode asynchrone. Ça veut dire qu'elle s'exécute en dehors du code. Enfin, entre guillemets en dehors. C'est pas forcément en dehors, mais je veux dire que c'est exécuté un peu à part. Donc par exemple, si je fais ça, mais que je mets un getAge ici, ça et ça va s'exécuter instantanément. Mais ça va s'exécuter 5 secondes plus tard. Donc si on essaye et qu'on fait un test maintenant en direct, donc comme ceci, je vois que j'ai ça. Et 5 secondes plus tard, j'ai normalement le chiffre 2 qui va apparaître. Voilà, il vient d'apparaître. C'est ça une méthode asynchrone. Et le citizen.createThread, ça permet de faire une méthode asynchrone. Et en gros, quand vous faites citizen.createThread, vous avez thread function. Et là, en gros, il faut juste définir une fonction vide. Comme ceci. En gros, c'est comme ce que j'ai fait en dessous. Mais là, on ne lui donne pas de nom. Parce qu'elle est directement gérée par citizen.createThread. Voilà. Ensuite, on a besoin de savoir d'autres choses. Parce qu'il faut que je vous apprenne d'autres choses sur le Lua. C'est pas que ça, malheureusement. Il y a aussi plein de choses à savoir. C'est-à-dire que les variables qu'on a définies ici, si je crée un deuxième script client, que je pourrais appeler par exemple, je ne sais pas moi, menu.lua, qui gérerait les menus dans le jeu par exemple, et bien en gros, si dans menu.lua, je demande à avoir la variable âge, prénom ou taille, et ben je l'aurai. Pourquoi? Parce que ces variables là sont définies comme des variables globales. Et si je veux que les variables que je définis ici soient exclusivement réservées à mon script, à mon fichier ici, et ben je dois introduire le petit mot-clé local qui va définir que les variables que je vais mettre ici seront uniquement accessibles depuis ce fichier. Et que du coup, si je demande d'avoir taille, prénom ou âge dans mon menu.lua, et ben je ne les aurai pas parce qu'elles seront propres et uniques à ce fichier, ce qui veut dire que je pourrais très bien les redéfinir dans mon fichier menu.lua. Voilà. Et il en va de même pour les fonctions, parce que la fonction getAge, je peux très bien l'utiliser dans le menu. Mais par contre, si je mets local function getAge, ça va être différent. Et là où il y a une exception par rapport aux variables, c'est que, enfin non, je dis ça, mais non, vous l'avez compris, un script c'est celui de haut en bas. Donc si ma fonction je la mets ici et que je l'appelle ici, il y aura un problème parce que quand on introduit le petit mot local, et ben en gros, j'ai pas cherché trop à comprendre, mais en gros il faut la mettre au-dessus, il faut la mettre avant son utilisation, comme ceci. Et maintenant, si je mets par exemple 5 pour qu'on voit la différence dans le jeu et que je restart mon script, hop, je vois que j'ai 5 et 5 et que la fonction marche toujours. Ensuite, du coup, on va parler des additions. Des additions, soustractions et opérations mathématiques, pardon. Donc, par exemple, je peux très bien faire âge plus 1, qui va donner 6. Âge divisé par 1. Âge moins 1. Âge fois 1. Voilà, c'est possible aussi. Et justement, avec les fonctions, on a une chose qui s'appelle les paramètres. Les paramètres, c'est des arguments optionnels qu'on peut ajouter en fonction de notre besoin. Donc, par exemple, je peux mettre getAge et je peux ajouter comme nom de paramètre, je sais pas moi, comment, addition, et je vais dire que la variable que je vais renvoyer sera égale à âge plus addition. Et en gros ici vous vous doutez bien qu'il y aura un problème puisque dans getAge on n'indique pas l'addition, alors que là du coup je peux très bien dire que âge ça sera égal à 5 plus 1, parce que du coup getAge, le premier paramètre soit addition, il va être égal à âge plus le paramètre addition soit égal à 1 ici. Et ici je peux bien le mettre à 5, ce qui fera 10. Et ici à 10, ce qui fera 15. Si on essaye maintenant, on peut voir que ça marche. Hop. Hop, voilà, vous avez le résultat en direct. 6, 15, et voilà. Et normalement on a notre 10 parce qu'il était dans la fonction asynchrone. En gros, voilà comment ça marche. Maintenant, on va parler d'autres choses. On va parler des tables, des tableaux, etc. En gros, c'est une notion très importante dans le Lua qui vous permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, comment je pourrais faire un exemple facile?
on va faire un exemple local. Mes amis, par exemple. Non, friends, allez, friends. Hop, voilà. Donc là, il n'y a rien. Ma table, elle est vide. Friends, c'est égal à rien du tout. On n'a rien dedans. Pour définir une table vide en Lua, il faut faire ça. Il faut mettre 2 accolades l'une contre l'autre. Donc là, j'ai une table vide qui s'appelle friends. En Lua, pour obtenir la longueur d'une table, vous avez juste à faire le nom de la table suivi de hashtag qui va vous donner la longueur de la table. Donc en gros, le nombre de choses que ma table contiendra. Par exemple, ici, je peux très bien faire print hashtag friends. Et là, vous allez voir que si je fais ça, hop, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que ma table friends, il n'y a rien dedans. Et en gros, le Lua, c'est un langage ultra modulable. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Dans une table, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Par exemple, je vais créer, hop, je vais ouvrir les accolades. Je vais mettre que, par exemple, un premier ami. Son nom, ça sera Joe. Son âge, ça sera 1. Enfin, ça sera, non, 20, pardon. Et sa taille, ça sera 1m60, par exemple. Donc là, j'ai un premier ami. Et maintenant, si j'actualise, c'est égal à 1. Donc il a bien détecté qu'on ajoutait un ami. Et si on veut mettre plusieurs, le processus est le même. Name égale Patrick. Son âge sera égal à 50. Et sa taille à 1m75, par exemple. On n'oublie pas la virgule ici, très important. On actualise et là, il y en a 2. Voilà. Mais vous allez me dire, est-ce qu'on est obligé de mettre à chaque fois la même construction? Eh ben non, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien juste ajouter un ami qui a comme nom Alan, par exemple. Et Alan, même s'il sera compté comme un ami, on n'est pas obligé de définir les mêmes choses. Parce que Alan, parce que ça, on l'utilise pas encore dans le code. Le nom, l'âge, la taille, etc. On l'utilise pas encore. Donc on peut très bien définir ça comme on veut. Et on peut même mettre un truc qui n'a rien à voir avec les amis. En mode, je sais pas moi, ville égale Chicago. Et je sais pas moi, habitant égale 50. Ça n'a rien à voir avec les friends. Vous êtes d'accord que ça n'a strictement aucun rapport. Mais pourtant, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. Donc on peut mettre ce qu'on veut. En gros, c'est une table libre, on met ce qu'on veut. Voilà. Donc là, j'ai mis une table avec ensuite comme contenu des tables aussi, encore une fois. Mais je peux très bien mettre par exemple une liste de noms. Donc par exemple Pablo, Jacques, Michel, etc. Et là, ça reviendra exactement au même. En gros, ça me dit quand même que j'ai 3 valeurs. Maintenant, on voudrait récupérer une valeur. Donc pour récupérer une valeur, ce qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas le nombre de valeurs totales, donc on oublie le hashtag. On prend le nom de notre table, crochet et le numéro de l'index, donc le numéro de sa position dans la table. Donc en gros, Pablo c'est le numéro 1, Jacques c'est le numéro 2, Michel c'est le numéro 3. Et du coup je mets, par exemple pour avoir Jacques, je mets friends de 2. Et normalement si je ne me suis pas trompé, Jacques, voilà ça marche. Et ensuite pour terminer, parce que là c'est la base, là je vous apprends vraiment la base. Le prochain épisode, on apprendra des choses un peu plus compliquées, comment faire des boucles, etc. Et ensuite, pour continuer sur cette lancée, on va essayer de mettre 2 amis. Donc pour afficher 2 amis, on va faire point point, ça s'appelle la concaténation, c'est pour ajouter à un string un autre string, donc pour regrouper 2 chaînes de caractères si vous voulez. Donc je peux mettre Jacques, espace, suivi de, par exemple, Pablo. Et là, si on essaye, ça fonctionne, Jacques, Pablo. Donc là, c'est pas très beau parce qu'on n'a rien mis entre deux, mais par exemple, on peut très bien mettre ça pour espacer un peu. Hop, je restarte mon script, et là, j'ai Jacques, Pablo. Voilà. Donc là, on n'a pas encore interagi avec FiveM. Enfin, si, parce qu'on a créé le processus du script, mais on n'a pas encore interagi avec le jeu directement. On n'a pas encore fait spawn des PNJ, fait spawn des voitures, fait ceci, fait cela. Mais ça va venir. C'est juste que là, je voulais vraiment mettre en contexte la chose et vous expliquer comment le Lua fonctionne dans FiveM et comment on l'utilise. Voilà. Maintenant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochain épisode, je vais vous montrer comment on interagit avec FiveM, comment on peut commencer à faire des petites choses et comment on fait pour aller plus loin dans l'utilisation du Lua dans FiveM. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être tenu au courant des sorties des épisodes et je vous dis à la prochaine.